Mesdames, Messieurs, bonsoir. Deux confrères de la presse béninoise pour décortiquer et passer au pays fait l'actualité de la semaine écoulée. C'est le concept de l'émission Club Média 7. Club Média 7 qui reçoit ce dimanche Marcel Zoumenou, directeur de publication du quotidien La Nouvelle Tribune. Marcel Zoumenou, bonsoir. Bonsoir Lénaïque et bonsoir aux téléspectateurs de la télévision nationale. Avec nous également en plateau, Yves-Patrick Loco, journaliste à la radio nationale, IPL. Bonsoir. Bonsoir Lénaïque et bonsoir aux téléspectateurs de la télévision nationale OATV. Plantons le décor avec la première rubrique de cette émission, c'est la revue de presse hebdomadaire. C'est sous la plume de Marcel Arossi. Lumière sur l'incident survenu au service de réanimation du CNHU. Des mesures ont été prises pour que cet incident ne se reproduise plus, affirme Dieudonné Nyolonfon, directeur général du CNHU. Depuis la survenue de l'incident du service de réanimation du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga, le vendredi 7 octobre 2022, la cellule d'investigation de l'autorité de régulation du secteur de la santé a, comme à son habitude, démarré les investigations. En attendant les conclusions de ces recherches, une délégation de l'ARS a rendu visite au directeur général de l'hôpital dans le cadre d'une séance de travail. C'est à cette occasion que la presse a eu droit à des déclarations. Ce qui est très important pour l'autorité de régulation est de faire en sorte que les résultats des investigations permettent vraiment d'améliorer la qualité et la sécurité des soins délivrés non pas seulement au CNHU, mais dans tous les établissements du Bénin, rapporte le matinal. Après avoir tué 66 enfants en Gambie, le sirop de la mort au Bénin, c'est une inquiétude du quotidien Gaskiani Info. Les mois continuent de secouer la Gambie où 66 enfants sont morts des suites de l'administration de sirop contre la toux. Selon le journal, les autorités sanitaires indiennes d'où proviennent les produits incriminés assurent que ces derniers ont été uniquement vendus en Gambie. Selon Info Matin, il s'agit principalement de 4 sirops et les agents de la Croix-Rouge gambienne font actuellement du porte-à-porte pour récupérer les sirops anti-intuitifs que le ministère de la Santé a associés à une épidémie d'insuffisance rénale. Mais face au danger de mort, certains de ces médicaments, l'ensemble des pays africains devraient prendre des mesures conservatoires, conclut Gaskiani Info. Législative de janvier 2023, plus rien ne devrait désormais empêcher la tenue à bonne date des élections. Désormais, les partis politiques savent à quoi s'en tenir s'ils veulent figurer dans les starting blocks de ces joutes électorales, avertit le matinal. C'est une course contre la montre qui est désormais engagée au niveau des partis politiques, estime le journal. Le chronomètre mis en marche par la Sénat les met en effet face à leurs responsabilités. Déjà, dans certains états-majors de partis, l'heure est à la réception des dossiers de prétendants à la candidature. Le processus serait très avancé selon certaines indiscrétions. Dans les détails, Fraternité révèle le calendrier. Si l'enregistrement des déclarations de candidature est prévu du 28 octobre au 2 novembre, la publication de la liste des partis politiques ayant déposé leur déclaration de candidature à l'élection aura lieu le 3 novembre prochain et le 8 du même mois, la réception officielle de la liste électorale informatisée. La campagne électorale devra couvrir la période du 23 décembre au 6 janvier 2023. La publication des résultats provisoires le 11 janvier et le 9 mars prochain, la publication du rapport général des législatives 9e mandature. La période préélectorale est par essence une période d'effervescence politique. Livrée à elle-même et sans réel point d'ancrage, la jeunesse se retrouve au centre des enjeux électoraux et est manipulée à coups de moyens par les acteurs politiques, estime le matinal. C'est pour corriger cet état de choses que le cadre d'outillage de la jeunesse à l'engagement et au militantisme citoyen a initié une série de formations dans les 24 circonscriptions électorales du Bénin. Coopération avec les Pays-Bas, Talon récolte les fruits de la bonne gouvernance. La rigueur du chef de l'État séduit les partenaires au développement, affirme le matinal, en rappelant que du 5 au 4 octobre dernier, le chef de l'État était en visite de travail aux Pays-Bas. Il y a été royalement reçu par Sa Majesté Willem-Alexander. Les échanges et rencontres tant avec les hauts responsables qu'avec les investisseurs néerlandais ont abouti à la signature d'accords d'engagement financier de montant total de 180 millions d'euros, soit plus de 118 milliards de francs CFA. Un véritable exploit au regard d'un passé récent entre le Bénin et les Pays-Bas. Sinon, le grave point de discorde avait un nom, le PPA2, ou
le fâcheux scandale autour de l'eau se rappelle encore le matinal. Mais l'essentiel aujourd'hui, la confiance est rétablie, la tache noire définitivement effacée et le robinet néerlandais à nouveau ouvert. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. Le matinal, projet de loi de finances, plus de 3 000 milliards de francs CFA pour 2023, le cap du hautement social maintenu. La primeur, loi portant code de procédure pénale au Bénin, le Parlement recadre le débat sur la suspension de peine. Le grand regard, de la période de non-droit à l'ère de la surprotection, des filles béninoises vivent toujours en marge du temps. Info matin, de la gestion des sociétés d'État à la prison, peur bleue dans le rang des directeurs généraux. Matin libre, détention provisoire au Bénin, des milliers de détenus non jugés depuis des années. La nation, modification du code de procédure pénale, le sens de la réforme, seule l'exécution des peines sera suspendue. L'événement précis, prochaine loi de finances, plus de 45% du budget 2023, talon dose le hautement social. 1000 milliards de francs CFA consacrés aux actions à sensibilité sociale. Matin libre, conviction politique au Bénin, Mitokpe, au Koumassou, tout n'est pas perdu. L'ancien député croit à la victoire de l'opposition. Merci à vous, cher Marcel Arossi. Le regard que portent nos invités sur l'actualité nationale, c'est dans la rubrique 7 jours au Bénin. Yves-Patrick Loko, on le sait, l'une des priorités de l'actuel exécutif, c'est l'autonomie énergétique du Bénin. Nous avons la centrale thermique de Maria Gleta, la centrale solaire photovoltaïque d'Ilou-Lofin, plusieurs autres projets et programmes dans le secteur. Le dernier Conseil des ministres a décidé de la création d'une cellule stratégique de développement afin de mieux coordonner les efforts qui sont déployés dans ce secteur justement. De façon concrète, quelle est pour vous l'importance, l'utilité de la création de cette cellule par le gouvernement? Une cellule par rapport à l'électricité est bienvenue. Est-ce qu'il fallait la créer avant cet incident ou il fallait la créer? Bon, on n'est pas au gouvernement, on n'a pas le calendrier du chef de l'État, on n'a pas le calendrier de la réunion hebdomadaire des ministres. Mais je me dis que cette création de cellules est la bienvenue pour régler un tant soit peu les problèmes qui se posent en matière énergétique au Bénin. Marcel Zoumenou, votre point de vue sur la création annoncée de ces cellules? Moi, je regarde la création de ces cellules avec un peu de réserve. Je suis un peu mi-figue, mi-raisin sur cette création. Parce qu'en fait, j'ai toujours l'impression qu'on crée beaucoup de structures. Mais quand on évalue un peu l'efficacité de toutes ces structures sur un domaine donné ou un problème donné, on ne voit pas tout le temps les résultats. Et nous avons déjà l'autorité de régulation de l'électricité qui existe depuis des années. Nous avons la SBE. Et je crois que les dernières réformes ont séparé la SBE elle-même en deux structures. Une structure productrice et la SBE est restée comme une structure distributrice. Et là, je voudrais aussi préciser que la SBE n'intervient que dans les zones urbaines et qu'il y a la BEM qui fait de l'électricité rurale. En milieu rural. En milieu rural. Pour moi, ce n'est pas la création des structures qui va régler le problème. C'est-à-dire qu'il faut voir l'efficacité qu'on en tire. Et tant qu'on n'a pas assez réfléchi à l'efficacité de ces structures, pour moi, c'est inutile d'en créer. Parce qu'en fait, le problème est simple. Aujourd'hui, est-ce que nous devons encore être dans une situation où on coupe encore l'électricité dans une zone aussi sensible que le CNHU? Je rappelle qu'en face du CNHU, il y a la présidente de la République. C'est un débat qu'on doit pouvoir faire. Et donc, si on arrive à faire ce débat, on peut déjà privilégier des zones dans lesquelles on doit tout faire pour éviter ces genres de coupures, même si c'est de 1 minute. En raison de la multiplicité des acteurs opérant dans le secteur, il pourrait y avoir une absence de synergie. Cette création de cellules vient un peu comme une tour de contrôle ou une coupole. Oui, c'est possible, mais c'est trop tôt pour évaluer le rôle
synergie que cette cellule va jouer. Il faut que nous puissions évaluer cette cellule dans le temps. Ça vient d'être créé, mais c'est pour moi, je n'ai pas encore assez d'éléments pour dire qu'elle sera efficace dans la durée. Donc, quels sont les défis de cette cellule, à votre avis? Les défis, c'est de faire en sorte qu'il y ait l'électricité de façon pérenne, de façon continue. C'est très important, surtout dans les zones sensibles et surtout dans des endroits comme les hôpitaux où on sait qu'une coupure peut entraîner des décès. Il faut veiller à ce que ces zones soient continuellement alimentées. Il faut veiller également à ce que le Béninois lambda puisse avoir de l'électricité à un coût un peu réduit. Ça, c'est un autre débat, mais c'est ça. Yves-Patrick Loko, vos attentes de la création de cette cellule stratégique de développement dans le secteur de l'électricité? Quand j'ai lu le relevé ou le compte rendu du Conseil des ministres, que le relevé ne sort pas. Le relevé, c'est à la présidence, mais le compte rendu, c'est ce qui est rendu public. Merci pour la clarification. Voilà. J'ai dû comprendre en réalité que cette cellule va pouvoir fédérer les énergies. Mais dans le compte rendu, je n'ai pas été très satisfait, puisque en parlant de fédération d'énergie, pour ma petite connaissance que j'ai du secteur énergétique béninois, je sais qu'il y a la SBE, l'ABERM, vous l'évoquez tantôt, il y a Controlec qui vient quand vous installez votre système électrique. Il y a plusieurs autres structures. Il y a même à Dantokpa, hein. Je ne trahis aucun secret, il y a même au marché d'Antokpa où vous voyez qu'on vend des décompteurs. Parce que pour la plupart des locataires que nous sommes, le propriétaire a son compteur, il installe un décompteur. Vous êtes loisible de choisir son compteur pour vous alimenter, mais si vous ne le voulez pas, vous achetez un décompteur. Et le décompteur se vend même à Dantokpa. Je ne trahis pas un secret, je l'ai dit. Faites un tour au marché Dantokpa. Contrôlé ou une structure. Bon, est-ce que bon, on va évoluer dans le débat, vos attentes. Voilà, mes attentes, c'est que cette structure puisse vraiment régler les problèmes en matière énergétique que nous avons au Bénin. Il y a un ancien opposant au régime actuel qui nous a fait voir des images d'inondation dans le Mono il y a quelques jours et qui a dit toute cette eau, j'y arrive, il faut qu'on arrive à faire de cette eau-là une création d'électricité au Bénin. Et nous avons plein d'étudiants dans les écoles polytechniques, nous avons plein d'ingénieurs en électricité et autres. Il faut qu'ils réfléchissent vraiment à voir ce qu'on peut faire au-delà de l'agriculture, puisque quelqu'un d'autre a proposé que les eaux qui quittent le nord Bénin, qui se déversent sur le sud, qui inondent à Tiémé, qui inondent à Djon, à Zouris et autres, il faut que ces eaux-là puissent servir à l'agriculture. Quelqu'un d'autre a proposé que ces eaux-là puissent servir à l'énergie, à l'électricité. Ce sont donc des pistes de recherche qu'on pourrait explorer. Oui, offrir des bourses à nos jeunes enfants, à nos jeunes frères, pour qu'ils aillent étudier comment on peut utiliser l'eau dévastatrice pour en faire une source d'énergie et pour en faire une source contributive à l'évolution de l'agriculture. En attendant tout cela, en attendant cette concrétisation, dans l'immédiat, qu'est-ce que vous voulez de cette cellule? Les objectifs assignés à la cellule ont été clairement définis par le compte rendu du Conseil des ministres. C'est qu'il y a une fédération autour de toutes ces structures-là. Je ne sais pas de quelle structure, parce que en lisant le compte rendu du Conseil des ministres, je ne sais pas de quelle structure on parle. Même si, dans ma petite pensée, on a la SBE, on a la BERM, on a plein de structures. On a Controlec. Est-ce que c'est une unicité de toutes ces structures qu'on veut?
Je ne sais pas encore. La cellule vient certainement pour chapeauter toutes ces structures, pour une meilleure coordination. Moi, je ne veux pas à l'opérationnel. Je ne veux pas que la cellule vienne chapeauter. Je veux que la cellule absorbe toutes ces structures-là pour nous faire quand même, pour nous donner un contenu réel et efficace. C'est votre vœu. Marcel Zoumenou, une autre décision majeure issue du Conseil des ministres, c'est la création annoncée aussi de l'agence Bénin Tourisme pour mieux promouvoir la destination Bénin et surtout faire du tourisme un pilier fondamental de l'économie nationale. Oui, je crois que cette décision a été prise en intelligence ou en coordination du programme d'action du gouvernement qui, depuis 2016, a fait du tourisme un levier du développement économique du Bénin. Et donc, pour moi, personnellement, ce n'est pas une surprise, ce n'est que la continuité des actions qui ont été faites. Et quand vous voyez aujourd'hui tous les projets que le gouvernement est en train de développer dans le domaine du tourisme, on comprend l'objectif. Mais pour rendre compétitif tout cela et pour que le Bénin soit réellement un pays touristique, il faut non seulement avoir les infrastructures, avoir des professionnels du tourisme qui puissent faire, mais aussi avoir la possibilité de vendre la destination Bénin dans un environnement de paix. Et il faut que ces 4 conditions soient réunies. Je crois qu'aujourd'hui, la plupart des conditions sont réunies, même si on parle du terrorisme, ça ne frappe que principalement les sites touristiques du Nord, et en l'occurrence le parc de la Pandiari et le parc de W. Mais sinon, pour la plupart des autres sites touristiques, je crois que aujourd'hui, c'est visitable. Il y a un grand projet par rapport à Gambier, il y a un grand projet par rapport à Ouida, il y a aussi des petits projets sur ma ville natale, Porto-Novo, et puis d'autres projets. Le gouvernement actuel est très attaché à la promotion du tourisme. Oui. On note un intérêt véritablement. Oui, parce que quand vous regardez, en dehors de peut-être des cultures de rente, moi je crois que c'est un domaine dans lequel le Bénin présente aujourd'hui un grand potentiel. Les pays qui... moi j'ai été, Patrick peut-être, on a été plusieurs fois à Marrakech, moi j'ai été à Marrakech 2-3 fois déjà. Mais je ne vois pas ce qui est extraordinaire, par exemple, voilà la ville rouge ou bien la ville ocre. Ce qui est extraordinaire qu'on voit, mais pourtant, il y a pas mal de touristes qui descendent dans cette ville. Donc, si ces pays sont arrivés à faire du tourisme un outil important de développement, je vois que le Bénin aujourd'hui présente beaucoup de potentiel. On a Gambier, on a Ouida, on est un pays côtier, on a de très belles plages. On a nos trésors royaux. Voilà, à Abomey, les sites royaux à Abomey, et puis au nord, on a beaucoup de vestiges. Donc, je crois que quand on... Sans oublier Ouida. Oui, j'ai parlé de Ouida. Donc, si tout ça est mis en musique, avec une bonne organisation autour, avec une bonne équipe de promotion, parce qu'il faut faire la promotion de ces sites à l'extérieur, je crois que nous pouvons gagner beaucoup d'argent du tourisme. Je crois que le gouvernement ne sait pas. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, vous qui avez effectué des travaux de recherche sur les trésors royaux, la création de l'agence Bénin Tourisme. Je rappelle rapidement que l'objectif de cette agence est d'atteindre d'ici 2030 le seuil de 2 millions de touristes par an et de générer plus de 700 000 emplois avec des ressources substantielles. Moi, j'ai fait une première promotion d'un master en communication où beaucoup se sont intéressés à la culture au tourisme. Donc, c'est une occasion pour qu'on recrute ces personnes-là. Et en dehors de ça, il y a des écoles de tourisme. Il y a à l'université aujourd'hui l'INMAC, l'Institut national... il y a l'architecture, l'archéologie, la culture et autres. Et les arts. Et les arts. Donc, je crois que aujourd'hui, on a beaucoup, on a la main d'œuvre nécessaire pour pouvoir servir dans ce domaine-là. Et puis, si le gouvernement béninois décide de créer ce centre rappelez-moi ça. Cette agence. Bénin Tourisme. Bénin Tourisme, je crois que le Bénin avait juste, et je salue le gouvernement béninois qui, il y a quelques jours, a primé 40 personnes. Qui sont ces 40 personnes-là?
c'est des scénographes, c'est des guides touristiques. Enfin, on ne dit plus guides touristiques, on dit médiateurs. C'est des médiateurs touristiques. Toutes ces personnes-là, même des sapeurs-pompiers, les agents de la garde républicaine qui ont contribué... Tous ceux qui interviennent dans le circuit touristique et qui ont contribué à la réussite de l'exposition, des deux phases de l'exposition des trésors royaux. Donc, j'ai très bien apprécié cette action du gouvernement, du ministère de la Culture, à travers la Galerie nationale qui a distingué ces personnes-là. Donc, ça veut dire que le gouvernement béninois a à cœur la promotion du tourisme. D'ailleurs, avant, on disait, si vous vous rappelez bien, Marcel, on disait M4, ministère de la Culture, de l'Artisanat, de l'Art et du Tourisme. Aujourd'hui, c'est le MTCA, ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Ça veut dire que le tourisme est un maillon essentiel sur lequel compte le Bénin. Et le gouvernement a su bien faire les choses il y a quelques jours, puisqu'on évoquait un pan du Conseil des ministres tout à l'heure, il y a quelques semaines en Conseil des ministres, ça vous a peut-être échappé, au niveau de du service de l'immigration, de la direction de l'immigration, la DEI. Oui. Il y a un service qui doit être modernisé et qui doit être chargé également de l'obtention ou bien de la délivrance de visa. Normalement, le service de l'immigration et de l'immigration, naturellement, s'occupe de la délivrance des passeports. Mais notre service a été pensé tel qu'il va offrir des services de visa. Donc, le gouvernement a pensé. Et puis, il y a beaucoup d'agences. Il y a beaucoup d'agences. Et Patrick Loco, oui. Que va devenir la NPT, l'Agence nationale de promotion du tourisme? Vous savez, on n'était pas habitué aux agences avant 2016. Donc, c'est le gouvernement de la rupture qui a amené les agences. Et si nous sommes, je ne trahis aucun secret, je suis votre collègue de l'ORTB. Ici, c'est un office. Mais une agence a plus les mains libres pour pouvoir faire beaucoup de choses. En ce sens, on a l'ANESMO, par exemple, qui s'occupe de l'organisation des manifestations officielles. Quel est le devenir de l'ANPT, l'Agence nationale de la promotion des tourisme et patrimoine? Je ne sais vraiment pas. Tout ce qu'on sait, c'est que ce service est toujours en place et qui nous offre des services. Ce service a fait ses preuves, notamment dans l'organisation de l'exposition diptyque, puisque de cette exposition et même de la Galerie nationale qui a été l'un des maillons de cette exposition, on a eu M. Alain Godonou, par exemple, on a eu José Plia, on a eu même le directeur de cette agence, M. Toli, qui ont contribué à l'éclat de cette exposition. Et Patrick Hugo, je ne vous coupe pas, Marcel Zoumenou, le Bénin, positionné comme le Maroc en matière de tourisme, on peut en rêver. Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure, que on doit même commencer par en rêver. On a le potentiel on a les potentialités pour le faire. Et je crois que, comme je le dis, s'il y a la volonté politique, et la volonté politique va induire une organisation, il faut professionnaliser le secteur, il faut refaire les infrastructures, il faut faire la promotion des infrastructures. Et si on fait ça dans un environnement où il y a la paix, je crois que les touristes viendront. Il y a pas, c'est pas du gris-gris, c'est ce que presque tous les pays ont fait pour faire du tourisme un levier important de leur développement. Je crois que le Bénin peut également rêver, et le Bénin peut relever ce défi pour que nous puissions utiliser le tourisme. Le Bénin s'est toujours positionné comme un pays de service. Et donc le tourisme fait partie de ces potentialités qu'on doit développer pour que notre pays puisse vraiment développer cette économie de service dont nous rêvons tous. Et Patrick Loco, 30 secondes pour finir avec ce sujet. Oui, Marcel parlait de Marrakech et autres. Et j'ai une petite anecdote à partager avec vous. Moi, j'ai été en face de l'Assemblée nationale du Maroc
Et c'est à Casablanca avec les pigeons où vous pouvez acheter du maïs et les pigeons. Mais l'ancien président Nicéphore Soglo a voulu expérimenter un truc vers l'Est, centre international de conférence. Mais les Béninois ont mangé tous les canards qui étaient dans la mare. Donc, il faut également une sensibilisation. Voilà. Vous me faites rire. Un conseil des ministres riche en décisions. Une autre décision que nous allons essayer de décortiquer à présent, c'est celle relative à la lutte contre le plagiat en milieu universitaire au niveau de l'enseignement supérieur. Le gouvernement a annoncé la mise en place d'un logiciel de test de plagiat dans le cadre de la constitution de la base des données numériques en ce qui concerne le recrutement des aspirants au niveau de l'enseignement supérieur. Marcel Zoumenou. Bon, j'ai lu cette décision, ça m'a fait marrer. Il y a longtemps que la rumeur faisait dire que les thèses se ressemblaient tellement comme deux gouttes d'eau, que les gens prenaient les tests, changeaient les données, les noms et puis devenaient docteurs. En tout cas pour nous autres, Patrick peut le dire, qui avons encore un pied dans le milieu universitaire, ces informations, on les apprend presque tout le temps. Et donc, si le gouvernement décide de le faire, c'est qu'il a des soupçons, et peut-être plus que des soupçons, il a des informations avérées, et je crois que appliquer cela, ce n'est que justice, parce que un diplôme, après tout, se mérite. Et dans le milieu universitaire, si tu dois citer, ou bien prendre en compte ce que quelqu'un avant toi l'a fait, il faut citer et donner la source. C'est des notions basiques dans le milieu. L'honnêteté intellectuelle demande cela. Et donc, pour moi, ce ne serait que justice de régler ce problème et d'estiper du lot ceux qui aujourd'hui font des thèses d'imitation. Je me rappelle très bien qu'on était une fois dans un reportage, et puis le poète Éric Eton avait ironisé ça en parlant des docteurs Kunta qui sortaient tout le temps de l'université d'Abomey-Calavi. Je crois que c'est un domaine dans lequel on a besoin d'assainissement. Alors, Yves-Patrick Loko, c'est donc la traque aux articles, mémoires et thèses sans originalité. Je parle des articles scientifiques. C'est la lutte contre le copier-coller en ce qui concerne les travaux de recherche. Paix à son âme, moi j'ai eu en deuxième année à l'ENA, l'École nationale d'administration de l'université d'Abomey-Calavi, un professeur, ancien conseiller à la Cour suprême à Porto-Novo, Dossoumo. J'ai oublié son... Samson Dossoumo. Il a dit, un jour, il a mené une réflexion. Pourquoi vous amenez encore les étudiants à proposer des travaux de recherche? On n'a plus à inventer on n'a plus à inventer le fil à couper le beurre. Ça existe déjà. Je crois que c'est à partir des idées du professeur Samson Dossoumo qu'à une époque donnée, puisque moi, je n'ai pas soutenu maîtrise en droit. Parce que c'est l'année où je devais soutenir la maîtrise en droit que la maîtrise en droit a été supprimée à l'ex-université d'Abomey-Calavi. Nous, on a fait l'Université nationale du Bénin. L'UNB. Oui, on a fait l'UNB qui est devenu l'UAC. Ça a été supprimé. Donc, je crois que c'est les réflexions de l'ancien professeur Samson Dossoumo et de certains de ses collègues qui ont amené l'université à dire pourquoi rechercher à faire soutenir un étudiant en droit. Et c'est valable pour beaucoup de domaines. Puisque nous, on a la chance d'être dans certains organes ou d'intervenir peut-être dans des universités ou des écoles de formation supérieure. Je préfère le dire comme ça. On vous amène des thèmes le rôle de la presse dans la lutte contre le Covid, et la contribution des médias, corruption, tout ça, c'est des choses redondantes. Donc pourquoi nous ramener souvent ces thèmes-là? Et moi, je crois qu'on devait réfléchir à supprimer. Au lieu de réglementer, au lieu de suivre le plagiat, on devait chercher
normalement à réglementer les soutenances. Moi, j'ai présenté un travail scientifique concernant les trésors royaux. Mon thème était la communication autour des trésors royaux restitués et son incidence sur la fréquentation des musées au Bénin. Une dame que je respecte beaucoup, elle est professeure Blanche Blandine Agbaka. Elle est chef de département à l'INMAC, qui m'a dit, monsieur, vous deviez mettre dans votre mémoire, vous devez citer des auteurs. Voilà, j'ai cité des auteurs après. Mais je me dis, est-ce qu'il faut continuer de citer des auteurs? On peut créer, on peut avoir, mais est-ce que ce n'est pas à force de citer des auteurs qu'on tombe dans le piège du plagiat? Marcel Zoumenou, un logiciel de test de plagiat, comment cela peut-il fonctionner? Vous n'êtes pas informaticien? Oui, je ne suis pas informaticien, mais c'est que, vous savez, c'est qu'à partir d'une certaine, un certain nombre de volumes d'écriture qu'on commence par dire, qu'on commence par vous soupçonner de plagiat. Si vous restez dans les normes données, on ne vous accusera pas de plagiat, mais à partir d'un volume donné. Si sur une thèse, par exemple, ou un mémoire, vous citez sur 10-20 pages, à la virgule près, les tests de quelqu'un d'autre, je crois que vous êtes dans le plagiat. Et comme je l'ai dit, quand vous citez, il faut sourcer votre citation. Si vous faites ça, et donc... référencer. Et voilà, il faut référencer. Donc, pour moi, si les gens qui font des travaux de recherche et qui ne se gênent pas beaucoup, comme on l'apprend un peu partout, que les gens changent juste les noms et les statistiques, et puis parfois, et puis ça devient une thèse. Mais si ceux qui ont fait ça, ils doivent commencer par gratter la tête aujourd'hui ou à commencer par se cacher, parce que non seulement il faut les extirper du lot, mais il faut les poursuivre. Il faut les poursuivre pour décourager la tricherie. La tricherie n'est pas une bonne chose. En tout cas, moi, depuis l'école primaire, on nous a habitués à combattre la tricherie. Et chaque fois que vous trichez, on vous arrête. On vous donne 0 ou bien on vous punit. Et donc, même quand vous allez fond, oui, voilà. Donc, on ne peut pas accepter qu'à ce niveau, là, on puisse accepter que les gens trichent pour avoir le doctorat. Ce ne serait pas bien pour l'image du pays. Nous quittons à présent le Bénin pour l'extérieur. C'est dans la rubrique Interactu. Marcel Zoumenou, c'est une affaire qui fait grand bruit au pays de Paul Biya. Plus de 1700 fonctionnaires cumulent jusqu'à 600 jours de mission par an, alors même que l'année ne compte que 365 jours. Non, mais c'est quand même bizarre. Bon, c'est vrai que le Cameroun, c'est un grand pays d'intellectuels. J'ai de l'estime pour les intellectuels camerounais. Ils excellent beaucoup en France, dans d'autres pays. Mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Mais pour ceux qui restent, pour ceux qui sont restés au pays, pour ce que j'apprends du pays, c'est totalement aux antipodes de ce que j'ai l'habitude d'écouter, de voir du côté de ces intellectuels qui, quand même, ont pion sur rue à l'international. Et de ce pays, j'apprends beaucoup de choses. On m'a raconté une fois que qu'il y a des gens qui sont morts et qui sont restés au poste pendant 6 mois avant qu'on ne les dégomme. Eh bien, mais quand j'analyse, c'est un peu à l'aune de l'image du premier chef de ce pays. Excusez-moi, je n'ai pas pour vocation de faire ce qu'on appelle outrage au chef de l'État étranger, qui est un délit de presse par ailleurs. Mais le président lui-même, vous voyez son âge, et j'apprends qu'il vit très peu au Cameroun. Il vit en Suisse. Il vit très peu au Cameroun. Et donc, ça fait que le système lui échappe. Par ailleurs, j'apprends que tout le problème des Biya, c'est que vous pouvez tout faire.
c'est le jour où tu dis que tu veux être président de la République que tu deviens un problème au Cameroun. Mais tout le reste, vous pouvez faire. Et donc, moi j'ai compris que ça a développé une sorte de laisser aller. De laisser aller, de gabégie, du désordre, d'impunité dans le pays, et qui explique ce que nous voyons là et que nous dénonçons là. C'est très ridicule, c'est affreux parce que même à Yaoundé, vous voyez, c'est un pays vraiment sous-développé et qui a besoin quand même que les ressources du pays soient rationalisées. Quand on en apprend ces choses, c'est un peu révoltant. Je ne suis pas camerounais, j'ai beaucoup d'amis, confrères camerounais. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut dire, c'est simplement déplorable. Il faut dénoncer cela et souhaiter que ça ne se répète plus. Mais il faut que le système puisse aussi punir ceux qui aujourd'hui sont tombés dans les nasses de la justice. Il faut vraiment les punir. Et là aussi, je crains parce que comme c'est un système qui est rongé par la corruption, par le népotisme dans son ensemble, je crains que la justice finalement ne finisse par les dédouaner. Et c'est là ma crainte. Yves-Patrick Loko, il s'agit notamment des fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances. Les enquêtes sont en cours et diligentées par la présidence de la République. C'est vrai que votre émission, l'INAIC à Gbazaou, est une émission compartimentée où on doit aller à l'international. Sinon, pourquoi parler de la corruption dans le milieu des fonctionnaires au Cameroun? Ça se passe au Bénin. C'est le cas camerounais qui nous intéresse. C'est un peu le problème camerounais. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques années, dans le même Cameroun, on a mis quelqu'un en prison pour avoir perçu pendant 20 ans le salaire de 1000 agents. Effectivement. Donc, le problème est endémique au Cameroun. C'est vrai que chez nous, ce n'est pas encore ça. Et puis, est-ce que vous permettez que je parle rapidement de l'ANIP? Non. Parce qu'aujourd'hui... On continue. Voilà. Aujourd'hui, au Bénin, ces choses ne peuvent plus... Yves-Patrick Loko, nous sommes au Cameroun. Oui. Il y a des choses qui se passaient comme ça au Cameroun, au Bénin. Mais on est au Cameroun. Au Cameroun, mais oui, c'est très regrettable. Oui. Mais l'analyse que je peux faire, c'est que c'est parce que le Cameroun n'est pas que les services diplomatiques me pardonnent. Et Marcel Zoumenou a commencé par le dire. Il ne faut pas qu'on fasse une offense au chef d'un État étranger. Le président camerounais ne reste pas au Cameroun, il est en Suisse. Les gens le disent, donc il n'a pas l'occasion, puisqu'il est là depuis 40 ans, de ne pas contrôler ce qui se passe réellement. Mais chez nous, ce problème est réglé puisqu'il y a la NIP et vous avez un numéro unique qui vous trace partout. Marcel Zoumenou, des missions fictives, les objets de ces missions ne sont jamais exécutés. Oui, c'est le business de ceux qui sont dans ces systèmes, dans l'appareil d'État et qui savent qu'il n'y a pas un chef qui peut taper du poing sur la table et qui créent leur business pour profiter de la rente publique. C'est tout à fait naturel, le chef n'étant pas là ou bien le chef n'étant pas préoccupé par ces choses-là. Chacun profite pour gruger le pays à sa manière. Et donc c'est ça. Qu'est-ce que normalement dans un pays normal, il y a quand même des audits, il y a quand même ce qu'on appelle l'administration, l'évaluation, les inspecteurs des finances. Voilà, c'est le mot que je cherchais, les inspecteurs des finances, qui devraient faire des contrôles et ça ne devrait même pas arriver à ce niveau avant qu'on arrête cette pagaille-là. Mais peut-être que les inspecteurs aussi sont de mèche et peut-être que malheureusement, c'est ce que je crains, peut-être que même les magistrats aussi, quand le dossier va venir devant eux, seront aussi de mèche et ce serait regrettable. Parfois, dans certains pays, on a envie de dire qu'il faut faire tout pour être dans le système des magouilleurs. Il ne faut pas être en bas, il faut être en haut pour bien bouffer. C'est ce que j'ai envie de dire par rapport au cas camerounais. Finissons avec la rubrique « Les potins de la toile ».
C'est une nouvelle qui a attristé la toile cette semaine. Un bébé écrasé par un camion. C'était au niveau de l'ancien pont de Cotonou lundi dernier. Après être tombé du dos de sa mère, les témoins ont avoué que la maman n'aurait pas bien noué son paille. Je m'incline devant la mémoire de ce être innocent passé de vie à trépas. Je m'incline d'autant plus que j'aurais pu peut-être blâmer la maman. Mais c'est l'occasion de demander, c'est un appel qu'ils lancent au moment de bien éduquer leur fille. Une maman qui attache son enfant à la volo, ne cachons pas les mots. Est-ce qu'elle a été éduquée à comment attacher un enfant au dos? L'incident est regrettable. L'incident est regrettable et je blâme également le conducteur du camion qui aurait aussi normalement fait preuve de prudence. Les camions, souvent, un système de freinage défaillant. Oui, ils ont un système de freinage défaillant. C'est pourquoi nous, on parle de justice économique, on paie TVM, sur véhicules motorisés, on paie notre assurance et tout ça. On va payer notre visite technique, mais vous constatez qu'il y a des gens qui restent chez eux, qui envoient leur permis, pas leur permis, mais leur pièce. Leur carte grise. Leur carte grise, et on leur fait. Donc, c'est le moment, le chef de l'État, Patrice Talon, qui tape dans beaucoup de fourmilières. Il faut qu'il regarde aussi de ce côté du CNSR. C'est regrettable. Imprudence de la mère ou agissement des forces du mal. Quand on connaît un peu la sociologie béninoise. Il y a aussi le AZ qui fait ça. Marcel Zoumenou. Bon, c'est vraiment regrettable. On peut dire qu'il y a un mélange de tout, les négligences de la maman, un problème de la circulation, parce que les camions, même moi, je me pose assez de questions. Avant, je crois, sous le président Kekou, il y avait une réglementation. Est-ce que c'est respecté aujourd'hui? Après, dans toutes les rues et à toutes les heures, on les voit. Ça, c'est un autre débat. L'autre débat, c'est, comme l'a dit Patrick, la maman peut-être a d'autres soucis. Il n'a pas eu le temps de bien vérifier si le pain est bien noué. Autant de nos mères, on attachait les bébés avec deux pailles, mais les jeunes dames aujourd'hui sont en mode pain unique. Oui. Et peut-être, comme l'a dit Patrick, comme Patrick l'a dit, elle n'a pas appris à nouer choses là. Ou peut-être elle avait la tête ailleurs, elle avait d'autres soucis, elle était pressée. C'est beaucoup d'éléments qu'on peut mettre en jeu qui peuvent expliquer ce genre de choses. Et le camion lui-même, bon, c'est vrai, ils ont un système de freinage qui fonctionne avec un pompage et puis ça ne prend pas très vite souvent. Et donc, dans l'un ou dans l'autre, il y a un fait regrettable qui est arrivé, un enfant innocent qui est mort de façon vraiment malheureuse. Moi, je n'aime même pas voir ces genres d'images. Mais nous devons chaque fois profiter de ces genres d'événements malheureux pour sensibiliser. Et sensibiliser les femmes, apprendre à nouer si vous n'êtes pas sûr de ça. Si vous êtes sur une moto, gardez votre enfant devant vous. Et ça ne vous empêche pas. Ou bien acheter un kangourou et faire des choses. Cher, donc c'est sensibiliser les femmes surtout. Pour que ces genres de drames ne se produisent plus. Parce que là, maintenant, il sera difficile de sanctionner. Est-ce que c'est le taximan qui était en train de filer et qui a fait que la dame n'a plus contrôlé son système d'attache? C'est très difficile de situer les responsabilités. L'essentiel, c'est de sensibiliser les femmes pour que chaque fois qu'ils ont des enfants au dos, qu'ils vérifient leur pain, et ou s'ils ne sont pas sûrs, qu'ils mettent les enfs sur leur cuisse. Les mamans sont donc invitées à la prudence et à la vigilance. Merci à vous, Marcel Zoumenou, directeur de publication du quotidien La Nouvelle Tribune. Merci. Merci à vous également, Yves-Patrick Loco, journaliste à la Radio Nationale. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. À dimanche prochain.